Et je vous présente notre invité d'aujourd'hui, Cyril Barrette, professeur émérite de biologie à l'Université Laval. Il est là. Cyril. Cyril, comment ça va? Je suis pas sûr. Ah oui, comment ça, vous n'êtes pas sûr? Parce que j'ai pas entendu les questions encore. Ah non, mais vous n'avez pas besoin... Je me méfie. Avec un professeur de l'expérience que vous avez et l'envergure que vous avez, parce que je suis vraiment content de vous recevoir. Je vous ai cité souvent et à un moment donné, c'est arrivé à vos oreilles que hey, Boucar, il parle de toi. Et la citation que j'utilisais souvent, c'est... Je trouvais ça extraordinaire de vous entendre dire notre manteau culturel est très épais, mais quand on l'enlève en dedans, nous avons les mêmes gènes qu'il y a 50 000 ans. Et ça dit tout. 50 000 ans, des gènes de 50 000 ans dans un manteau culturel très épais et qui nous pose un problème. On reviendra là-dessus. Mais je voulais que tu viennes parce que je voulais parler avec toi de la théorie du gène égoïste. Et je veux qu'on essaye de faire comprendre aux gens ce que c'est. Qu'est-ce que le gène, la théorie du gène égoïste? En fait, c'est la théorie génétique de l'altruisme. Oui. Si on examine un animal, il y a deux choses qui comptent pour un animal, sa survie et sa reproduction. Qu'est-ce qui compte le plus? Ça dépend pour qui. Pour l'individu lui-même, c'est la survie qui compte. Mais pour les gènes, c'est la durée, c'est la reproduction. Et dans le fond, ce que Richard Dawkins raconte, c'est qu'un individu comme vous et moi, et là, je suis désolé de vous apprendre la mauvaise nouvelle, un individu comme vous et moi est un simple véhicule qui transporte les gènes. Exactement comme dans une course à relais. Chaque coureur reçoit le bâton du précédent puis le passe au suivant. Alors, la reproduction, c'est exactement ce qui se passe. Comme c'est les gènes qui mènent, c'est les gènes qui contrôlent la vie et l'évolution à long terme, bien, c'est les gènes qui comptent. Si on dit ça autrement, si on repense à l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est simplement un truc inventé par l'œuf pour faire un autre œuf. Autrement dit, la poule, c'est un moyen. L'objectif, c'est l'œuf. C'est la durée à long terme des gènes. Et quand on parle de course à relais, on parle d'une course à relais qui a commencé il y a très, très longtemps. Parce que les relayeurs, ce n'est pas juste des humains non plus. Non, pas du tout. Si on prend la dame ici devant là, madame, vous appelez comment? Ghislaine. Est-ce que Ghislaine, le relais a commencé quand? Le relais a commencé il y a 3800 millions d'années. Oui. Parce que si on remonte dans la vie, dans votre vie, vous venez de vos parents, qui viennent de vos grands-parents, qui viennent de vos arrière-grands-parents, vous comprenez le principe, on peut continuer comme ça. On continue jusqu'où? On ne continue pas jusqu'à l'origine de votre famille, ni jusqu'à l'origine des humains, ni jusqu'à l'origine des mammifères, ni jusqu'à l'origine des animaux. On remonte jusqu'aux origines de la vie. Il y a 3800 millions d'années, 3,8 milliards d'années. Donc, vous et moi sommes porteurs de gènes qui viennent des bactéries il y a 3,8 milliards d'années. Donc, il y a des gènes qui durent longtemps. C'est ça l'objectif de la vie, c'est des gènes qui durent. Les individus sont seulement des véhicules qui reçoivent les gènes et qui les passent à la génération suivante. On est donc manipulé. On est manipulé de l'intérieur. Donc, ce que vous êtes en train de dire à tout le monde, c'est que nous sommes, nous, humains, animaux, plantes, sommes des marionnettes. Et la main qui nous manipule, ce sont les gènes qu'on a hérités de nos parents, de nos grands-parents. C'est-à-dire que ça, c'est vrai de toutes les autres espèces, sauf nous. L'humain est la seule espèce capable de se libérer des commandes ou des obligations des gènes. Alors, ce qui fait, par exemple, que ça décrit un peu le manteau culturel dont je parlais. Oui. Alors, c'est ce qui fait, par exemple, qu'on peut très bien, nous, les humains, faire des choses inutiles. Des choses inutiles comme la musique, l'art, la philosophie, la gastronomie. Inutiles dans le sens que ça ne sert pas à transmettre nos gènes dans la génération suivante. Et on peut faire des choses contre nature, et nous sommes la seule espèce à pouvoir faire ça, des choses comme l'avortement, la contraception, etc. Donc, on est capable d'être autre chose. Et l'humain est la seule espèce à s'être libérée des impératifs de la sélection naturelle, donc des impératifs des gènes. Donc, l'humain n'est pas esclave. Qui ramasse ses glands dans le parc ici, qui les cache, ce sont ces gènes qui lui disent « Écoute, faut que tu les enterres quelque part et tu les retrouves parce qu'on ne veut pas que tu meurs. On veut que tu te reproduises pour nous transmettre à la génération qui s'en vient. » C'est les gènes qui parlent très fort dans le cas d'un écureuil et dans notre cas à nous, les gènes murmurent derrière. Mais ils sont toujours là. Notre nature animale est recouverte par notre nature culturelle, mais elle est toujours là. Donc, dans tout ce qui concerne la séduction, la reproduction, l'altruisme, l'égoïsme, la coopération, la compétition, c'est les gènes qui parlent derrière. Voilà. On fait quoi avec ça? Parce que ces gènes qui murmurent, il y en a là-dedans qui sont porteurs de choses qu'on ne peut pas voir dans la société.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le meurtre, la compétition, on fait quoi avec ça? Bien, c'est le problème majeur auquel on fait face de nos jours, vous et moi. C'est qu'on est obligé de se débrouiller avec les gènes et le corps et le cerveau de l'homme de Cro-Magnon et de la femme de Cro-Magnon. On a exactement le même corps et le même cerveau, mais dans un contexte complètement différent et avec des moyens complètement décuplés. Alors, c'est pour ça, par exemple, que dans un groupe de chimpanzés, on peut voir des chimpanzés qui attaquent le groupe suivant. C'est à une échelle relativement limitée. Mais nous, avec les moyens découplés qu'on possède, bien, on va déclarer la guerre, on va faire un génocide. Dirais-tu que les lois qu'on a inventées, les humains, sont des façons d'amener nos gènes, la partie qu'on ne veut pas voir, de la maintenir en silence, finalement? Oui, c'est exactement la raison pour laquelle il y a des lois, il y a des tribunaux, il y a la police, il y a la prison, puis il y a les chartes des droits. Parce que les chartes des droits, l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité entre les populations, c'est pas naturel, c'est contre nature. C'est des belles inventions de la civilisation moderne, mais c'est contre nature. C'est ce qui fait que c'est si difficile et que ça prend des lois, ça prend des juges, ça prend des prisons et ça prend des chartes des droits. Oui. Parce que nos gènes derrière ont encore tendance à nous inviter à penser d'abord à soi-même, à l'égoïsme. Mais il faut apporter une nuance là-dessus, parce qu'on est capable d'être très altruiste, très généreux, entre nous. Entre nous, quand tu dis nous, tu parles de qui? Des gens dans la salle? Ça pourrait être les gens dans la salle. Ça commence par notre famille à nous, ensuite avec nos amis, ensuite avec l'ensemble des gens qu'on connaît, ensuite avec notre nation, ensuite avec notre religion, ensuite avec notre... etc., etc. Dans le passé, on a toujours été capable d'être très altruiste, de montrer beaucoup de coopération entre nous, entre les membres de la tribu et de la famille, mais en même temps, beaucoup de compétition et d'agressivité par rapport à eux, c'est-à-dire l'autre groupe. Donc, ce que je dis dans le fond, c'est que, et là, gardons ça entre nous, non, ça va être diffusé à la radio, alors ça ne peut pas être entre nous, là. Hein? OK, mais laissons-le dans le contexte. La xénophobie et le racisme, c'est naturel. Dans le sens de faire la distinction. Mais quand je dis que c'est naturel, je ne suis pas en train de faire la promotion de la xénophobie et du racisme. Okay, on parle au niveau génétique. On parle du gène. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est naturel de faire la distinction entre nous et eux. Mais la difficulté auquel on fait face, puis la nouvelle intelligence qu'il faut développer, c'est que maintenant, nous, ça inclut toute l'humanité. Donc, on veut essayer d'être altruiste envers toute l'humanité et ne plus faire de distinction entre nous et eux, que nous est inclusif. Le nous inclut toute l'humanité. Mais ça, c'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est notre tribu. Pensez, par exemple, les tribus sont très, très abondantes. Les religions, ce sont des tribus. La langue, c'est une tribu. Autrement dit, l'altruisme et l'égoïsme, les deux sont présents chez l'humain. Les deux sont naturels. Les deux sont normaux. Mais c'est la distinction entre nous et eux. D'abord, notre famille, nos enfants, ensuite les amis, ensuite le cercle s'étend. Et aujourd'hui, si on veut que l'humanité survive, il faut que le cercle inclue toute l'humanité. Mais sommes-nous fondamentalement bons, l'espèce humaine? Je reviens à Thomas Henry Huxley, sa théorie du vernis. Le vernis, c'est-tu juste un primer ou il y a 2 ou 3 couches là-dessus? Là? Pour un biologiste comme moi, quand on utilise le mot fondamentalement, j'entends biologiquement. Oui. Si on peut dire biologiquement, pour moi, c'est génétiquement. Donc, génétiquement, l'humain est aussi fortement programmé pour l'altruisme à l'intérieur du groupe et le tribalisme entre les groupes. Donc, c'est la difficulté qu'on a, c'est de trouver un équilibre entre les deux, particulièrement aujourd'hui où il y a seulement une tribu. La tribu, c'est toute l'humanité. Donc, vous, toi, ou je dis toi parce que j'ai tellement lu ce que tu écris, mais quand tu regardes tous les problèmes qui sont reliés à l'immigration, les gens arrivent et les positions se crampent, tu ne regardes pas seulement du point de vue des sociologues, tu regardes ça du point de vue génétique. Bien, moi, c'est ça. C'est que moi, dans une situation comme celle-là, je vois les gènes qui murmurent trop fort. Je vois les gènes qui se méfient de l'étranger, les gènes qui ont peur de l'étranger, les gènes qui veulent s'assurer que l'étranger est un collaborateur. Et ça, c'est un grand défi. C'est un très grand défi. Mais quand on voit la maman qui dépense autant d'énergie, parce que faire un enfant, c'est exigeant, la reproduction sexuée, tu vois ça comment, toi? C'est un geste altruiste ou un geste égoïste? Bien, c'est les deux. C'est altruiste physiquement, dans le sens que ça coûte très cher à la mère. Elle peut même y perdre sa vie à donner naissance. Donc, physiquement, c'est tout à fait altruiste, mais génétiquement, c'est égoïste. Dans le fond, c'est que la mère s'occupe si bien de ses jeunes ou de son enfant, parce que son enfant, c'est le seul véhicule capable de transporter ses gènes à elle dans la génération suivante. Ça paraît un peu froid de le dire comme ça, mais c'est la réalité. On est à la fois
altruiste et égoïste. Et c'est vrai pour cet exemple extrême là, des soins de la mère pour ses enfants, et c'est vrai à plus forte raison pour tous les comportements altruistes. Ce qui fait que dans le monde animal, on ne trouve aucune espèce qui est véritablement altruiste. Tous les individus sont égoïstes génétiquement. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que nous, on est capable de faire mieux que ça? Je pense que oui. Mais quand on regarde dans les animaux, parce que la théorie du vernis, ça a perduré quand même longtemps, Ouais. mais vers les années 2000, il y a eu quand même beaucoup de trucs. Quand tu vois, je vais donner un exemple très terre-à-terre, Cyril Barrette, vu que vous êtes un expert dans le domaine, un chien là, tu vois un chien avec son maître, tu vois qu'en général, il y a des chiens qui sont prêts à aider le maître. Et c'est pas la même espèce. Tu vois des fois des gens qui tombent dans l'eau, puis c'est un beluga qui vient te chercher, qui vient t'aider. On a vu des éléphants aveugles qui traînent d'autres éléphants pour les aider. Mais on fait quoi avec ça? C'est pas anecdotique. L'altruisme existe dans le monde animal, pour de vrai. Pas juste le vernis, je veux dire. L'altruisme complètement désintéressé et gratuit dans le monde animal, ça n'existe pas. On n'a jamais vu d'exemple de ça. On trouve toujours derrière une explication en termes d'égoïsme génétique. Mais une des bonnes façons d'être égoïste, c'est d'être altruiste. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'aide mon frère, ma sœur, mes cousins, mes cousines, je suis tout à fait altruiste. Mais en fait, je suis égoïste parce que indirectement et inconsciemment, ces gens-là sont des porteurs de copies de mes gènes. C'est de la parenté. Pourquoi est-ce qu'on aide nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on aide la parenté? Pourquoi est-ce que c'est si satisfaisant d'être un grand-parent, d'avoir des petits-enfants? On ne le sait pas, là. C'est pas réfléchi, mais c'est les gènes derrière qui murmurent. Même tomber en amour. C'est un programme, quand on dit tomber en amour, parce que pour faire des enfants, il faut tomber en... Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais quand parce qu'on avait tout le temps dans nos cours cette théorie selon laquelle l'amour, c'est un piège qui a été inventé par les gènes pour se perpétuer. C'est pas faux. Non, je veux que tu réagisses là-dessus parce que j'essaie... Ouais, mais j'aurais tendance à dire quelle est la prochaine question parce que... vous voyez, ce qu'on appelle l'amour, ça fait partie du gros manteau culturel qu'on porte. Donc, l'égoïsme des gènes prend toutes sortes de formes dans nos cultures à nous, y compris l'amour. Je dis toujours que l'humain, maintenant, a une double nature. Une nature animale qui est toujours là, qui vient de très loin, et une nature culturelle ou une nature humaine qui vient des derniers quelques milliers d'années. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Cyril Barrette, professeur émérite à l'Université Laval? Madame Tremblay? Oui. Bonjour, Suzanne Tremblay. On parle du gène de la compassion. Alors, il y aurait un gène égoïste, un gène de la compassion plus développé? Bien, vous voyez, c'est jamais une question d'un gène. On ne s'attend pas à trouver un gène de l'altruisme ou un gène de l'égoïsme. Il faut d'abord savoir que les gènes, c'est une molécule d'ADN. Le gène, c'est une métaphore quand on dit gène égoïste. Un gène est incapable d'être de bonne humeur ou d'être triste. C'est une métaphore. Mais il existe certainement des prédispositions génétiques à la générosité, à la compassion. Mais toujours, la générosité et la compassion pour les gens qui sont proches. Parce que dans des situations difficiles, aussitôt que les conditions les conditions écologiques sont très difficiles, il y a une tendance à se protéger nous, puis là, faire une distinction entre nous et eux. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a des prédispositions génétiques à être généreux, puis des prédispositions génétiques à être égoïstes. Tout à l'heure, on parlait des parents et on disait les gens sont altruistes, premièrement, avec leurs enfants, parce qu'ils veulent protéger leur gène, en fait. Ils veulent se reproduire, ils veulent protéger la descendance. Dans le cas de parents, par exemple, adoptifs, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas. Mais on est aussi altruisme avec ces enfants-là. Oui. On est aussi protecteur avec ces enfants-là. Oui. Donc, ça tient pas la route, finalement. Bien, ça tient la route jusqu'à un certain point. C'est que c'est une des exceptions de l'humain. Parce qu'on ne voit presque jamais d'adoption chez les autres espèces, sauf des cas relativement pathologiques où une anecdote, ça arrive une fois. Alors que chez l'humain, l'adoption, effectivement, c'est une marque de la capacité de l'humain à être plus qu'un animal, donc à exprimer sa nature humaine. Et c'est peut-être une expression des gènes aussi. Ces gènes qui ont besoin, ces gènes de soins parentaux qui ont besoin de s'exprimer et qui éventuellement s'expriment par l'adoption. Mais ça, vous ne verrez jamais ça chez une autre espèce. Une autre espèce qui adopterait un individu qui n'est pas le sien, c'est comme s'il travaillait à arroser le jardin du voisin plutôt que son propre jardin. Et on ne voit pas ça chez les autres espèces. Donc, c'est une belle indication, c'est une belle invention de la civilisation humaine. On pense à des gens qui font du bénévolat, par exemple, ou à la philanthropie. On donne du sang.
On donne du sang. On ramasse de l'argent dans des tremblements de terre où ils connaissent personne. Des gens qu'on rencontrera jamais, qu'on ne connaît pas. Ça, c'est qui adoptent aussi. Ça, c'est proche du véritable altruisme. Oui. Mais il y a seulement l'espèce humaine qui est capable de ça. Cyril Barrette, je suis content que tu sois venu ici. Parce que ça, je sais que ce sont des débats qui sont très touchés, mais, excusez-moi pour l'anglicisme, mais ça fait partie de la vie. Il faut en jaser si on veut avancer. C'est costaud, c'est costaud. Merci beaucoup, Cyril Barrette. Merci à professeur vous. émérite à l'Université Laval. Merci beaucoup.